Sylvie. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Merci beaucoup, hein. Je suis très contente aussi d'être là, un grand merci. Ouais. Alors j'ai reçu ton livre des éditions Le Duc, Tous les enfants sont différents. Un sujet qui est important, bon, personnellement devenue mère, forcément que le sujet m'intéresse d'autant plus, mais je trouve qu'avec ce nouveau paradigme et ce qui se dessine en ce moment, on le ressent, nos générations le ressentent, qu'il y a cette espèce de nouveaux contrats, comme tu dis, qui sont en train de se redessiner, se refaire, où le rôle du père, de la mère, l'enfant, la manière dont on va éduquer nos enfants, les accompagner dans l'éveil, comme tu dis, préserver cette identité que nous avons dès la naissance, en fait, et continuer de garder ce lien. Et nous paraît tous, enfin pour beaucoup, hein, de plus en plus essentiel. Donc on est à la recherche de ça. Toi, tu as été infirmière, donc quand même aux urgences, en maternité, en pédiatrie, etc. Tu as beaucoup d'expérience là-dessus et tu es passionnée, d'après ce que j'ai compris, d'anatomie, Ouais. de physiologie, du corporel, voire même on va dire, de quelque chose de au niveau de l'âme aussi, parce que tu en parles, ça m'a fait plaisir de voir que tu en parlais dans le livre, je le trouve bien fait, et tu montres ces 7 étapes pour accompagner les enfants dans leur éveil. Donc, tout d'abord, j'ai plein de questions pour toi, mais je voulais savoir donc comment tu voyais ce nouveau paradigme et comment ces nouveaux contrats sont en train de ces rapports, on va dire, ces relations sont en train d'être revisités. Notre façon d'éduquer, notre façon d'accompagner l'enfant, etc. Le nouveau paradigme nous pousse à ça. Oui, le nouveau paradigme nous pousse à ça. Et c'est vrai que c'est une recherche que j'ai eue il y a longtemps, qui a commencé il y a longtemps, quand j'ai moi-même été maman. Et c'est vrai que c'est parti d'une intuition, c'est ce que je développe dans mon livre. C'est parti d'une intuition. J'avais cette intuition que si j'accompagnais l'âme de mes enfants, mais vue comme étant leur unicité, leur singularité, alors leur vie pourrait se décliner de façon relativement linéaire avec voilà, toutes les embûches qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est mon métier de terrain, d'expérience et de tout ce que j'ai vu et de toutes les recherches que j'ai pu faire qui m'ont amené à, à affiner, à définir qu'effectivement il était fondamental de pouvoir être reconnu en tant qu'individu unique et comment on pouvait accompagner ça dès la naissance. Et c'est vrai que c'est un petit peu par contraste que ça s'est fait, puisque j'ai beaucoup du coup travaillé dans le domaine de la maladie. Et je me suis dit, c'est un peu dommage finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont pour prévenir tout ça et pour épanouir le développement des enfants, leur éviter de se perdre ou leur éviter de perdre du temps. Et du coup, de les accompagner finalement dès leur naissance à pouvoir prendre soin de leur singularité. Donc ça a vraiment été tout le sujet de ma recherche jusqu'à effectivement venir jusqu'au tout début de la vie, de l'embryologie, pour euh, attraper comme ça ce que j'appelle moi les forces de croissance interne, c'est-à-dire ce qui nous fait développer notre corps d'abord, mais aussi grandir et dans notre unicité. Donc c'est vrai que ça prend une couleur particulière, puisque mon livre, j'ai commencé à l'écrire avant cette crise sanitaire, et effectivement, il prend une couleur toute particulière maintenant qui me semble d'autant plus importante et d'autant plus essentielle, parce que ça paraît important de s'appuyer justement sur ces forces internes de croissance et de pouvoir comment on est debout aujourd'hui dans notre monde, quoi. Ouais. Ouais. Mais il semble que, au fur et à mesure que les parents, les adultes s'éveillent, enfin, ces enfants aussi, c'est presque eux qui nous, on dirait qui nous, enfin, nous, nous éveillons, nous évoluons, et les enfants, les nouveaux enfants nous font carrément, ils bougent les lignes, ce ne sont plus les mêmes, donc on a besoin en ce moment de revisiter ce que c'est d'être parent finalement, comment communiquer avec l'enfant, l'accompagner et tout. C'est plus que dans l'air du temps, on est presque forcé à ça avec les circonstances, etc., de se remettre en question, de regarder, d'ouvrir notre esprit à une autre façon de faire. Oui, absolument. Et c'est vrai que moi, c'est aussi toute ma recherche en tant que maman que je vois qui peut éclore aujourd'hui. Et que j'ai plaisir à partager de ce fait. Parce que c'est vrai que pour certains enfants, enfin pour beaucoup d'enfants d'ailleurs, le système est plus vraiment adapté. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance scolaire,
et des parents qui savent plus comment faire. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé important de revenir à tout ce qui est essentiel, tout ce qui est premier dans le corps, tout ce qui porte la vie, et pouvoir accompagner le plus possible les enfants dans ce sens du vivant et dans le développement du vivant pour leur épanouissement. Du coup, avec un rapport au corps plus, peut-être plus vital, plus direct, plus, oui, plus essentiel, plus premier. Euh, et ça, voilà, on voit que probablement dans le système à venir et qui est déjà présent, il y a vraiment à redéfinir, c'est ce qui m'a semblé essentiel, ça aussi, en fait, c'était une grande prise de conscience pour moi, qu'on avait besoin de faire évoluer l'enfant qui depuis, enfin moi ce que j'observe, hein, je sais pas toi ce que tu observes en tant que maman, mais que les enfants, ils sont habités très tôt par une pensée qui leur est propre, par un rapport au monde, et que on peut plus vraiment leur donner un système très carré dans lequel ils seraient trop contraints, parce que il faut un cadre, mais en fait qui permette à l'enfant de développer ses propres potentiels. Et ça me paraît d'autant plus important maintenant qu'effectivement, le monde bouge, les lignes bougent. Ce qui était sûr avant, là, c'est quand même moins sûr, c'est moins certain. Donc je pense que c'est vraiment une invitation à écouter très finement ce qui se passe à l'intérieur de chaque enfant, et avec tout ce que j'ai développé, avec le corps comme un fil guide. Parce qu'en fait, le corps, il se développe. Donc, j'ai une expression qui dit, voilà, on tire pas sur les fans d'une carotte pour la faire grandir. Bien, à l'intérieur d'un enfant et à l'intérieur de chacun de nous qui avons été des enfants, il continue de y avoir ce mouvement qui est autonome, qui fait partie de la vie innée du corps et qui pousse quoi qu'il arrive. Et donc, c'est comment accueillir ça et du coup accorder ça avec ce qui se passe à l'intérieur pour faire finalement un joli accordage entre nos forces de croissance internes, donc les leurs, qui sont en plein développement au cours de leur croissance, et puis ce que le monde là propose. Et c'est vrai que ce que le monde propose a l'air assez nouveau, a l'air assez inédit. On n'a jamais vécu ça. Donc c'est une raison de plus pour écouter d'autant plus ça et s'appuyer sur ce qui pousse spontanément, ce Oui. qui émet. Mais ce qui pousse aussi est la même chose qui leur permet de trouver les solutions en eux, parce que c'est ça finalement, c'est que nous sachions qu'ils ont cette sagesse-là, ils ont l'information en eux, Ah, et qu'ils puissent y accéder pour eux-mêmes croître avec ça. Donc exactement. c'est pas que du corps, on va dire, parce que le mot corps est employé, mais dans le livre, tu abordes les fascias, etc., l'âme. euh, je veux dire, tu parles là de cette force intérieure, c'est plus que le corps quand même dans sa globalité. Bien sûr que c'est plus que le corps. Disons que le corps en est l'expression visible, parce qu'un enfant, quand il grandit, voilà, on le voit grandir de l'extérieur. Mais c'est vrai que j'ai souhaité porter mon attention à tout ce qui se passe à l'intérieur et qui finalement ne se connaît pas, parce qu'on connaît peu la vie du corps sous la peau. Et ce sur quoi je me suis attardée, c'est vraiment un enfant, en fait, il vit dans un univers sensoriel. Il ressent tout, c'est ça qui le guide, hein. On voit, il met tout à sa bouche, il écoute, il entend, il voit, il touche, il sent. Et son univers intérieur est sensoriel. Et ce que j'ai souhaité développer, c'est effectivement, voilà, comme tu viens de nommer, le rôle des fascias, hein, qui sont des enveloppes qui nous contiennent tout à l'intérieur. Par exemple, quand on casse un œuf, hein, le jaune, il est contenu par une membrane transparente, donc c'est une image. Et on pourrait dire que ça, ce serait le fascia de l'œuf. Et nous, à l'intérieur, on a aussi toutes ces enveloppes transparentes qui nous contiennent. Donc les plus connues, par exemple, c'est le péricarde autour du cœur ou la plèvre autour des poumons. On en a plein comme ça. Et la spécificité de ces fascias, c'est d'avoir des capteurs sensoriels qu'on appelle les propriocepteurs et qui sont une possibilité, donc non seulement de se repérer dans l'espace extérieur, mais aussi de nous permettre de nous positionner et de nous repérer dans notre espace intérieur. Et Profond. donc, comment? C'est-à-dire qu'ils sont en surface, mais ça connecte, ils sont le lien entre la surface et l'aspect profond, les profondeurs de notre corps. Exactement, il relie la tête aux pieds, mais il relie aussi la surface à notre profondeur de chaque cellule et aussi la profondeur de chaque cellule à notre peau. On pourrait dire que ce serait comme un grand réseau web d'informations en fait, parce qu'ils sont porteurs de ces capteurs qui vont venir nous renseigner de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et de comment se positionner à l'intérieur, donc avec la possibilité de donner des repères internes qui sont propres à chacun et qui vont permettre à l'enfant de grandir en restant connecté
à ce qu'il ressent en dedans de lui. Parce qu'on sait que souvent, quand les enfants grandissent et qu'ils arrivent au CP, tel que c'est programmé maintenant, en fait, on apprend aux enfants à apprendre par cœur, on leur apprend à développer une pensée plus abstraite. Donc ça, c'est super et il faut. Mais souvent, c'est un risque parce que ça va déconnecter l'enfant de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Mais au Donc ça fur veut et à dire mesure, ça arrive bien plus tôt que ça, parce que comme tu le dis dans le livre, le fait de passer du monde aquatique au monde aérien, le fait de dire allez tu m'obéis, tu fais ça à des âges, quand ils sont tout petits, où vraiment le cerveau n'est pas développé comme le nôtre, c'est pas un mini cerveau d'adulte. Et comment ça s'appelle, Isabelle Fioza en parle très bien aussi. oui. Petit à petit, ça, en fait, on perd cette connexion au inné, au naturel, au... Exactement. C'est-à-dire qu'on perd la connexion à l'intelligence du corps, à l'intelligence innée du corps, qui fait qu'un enfant, s'il sent du danger, il va pas y aller. Et en fait, c'est vrai que souvent en tant qu'adulte, mais ça c'est par ignorance en fait, parce qu'on sait pas tout, on connaît pas tout ce corps sensible de l'enfant et on n'imagine pas qu'un enfant ressent autant de choses et vit beaucoup de choses simplement parce qu'au début, c'est vrai qu'un bébé, ce qu'il peut faire, c'est pleurer. Quand il a mal, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Quand il n'est pas content, il pleure. Il ne peut faire que ça. Et c'est petit à petit qu'il va évoluer dans différentes gammes d'émotions et que petit à petit, il va apprendre, dans le meilleur des cas, le vocabulaire qui va lui permettre de dire, bah là, voilà, ça me fait pas du bien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me met en colère. Et donc, il est important qu'il puisse rester connecté à tout ce qu'il ressent à l'intérieur pour avoir une expression du même d'autant plus authentique. Et ça, c'est vraiment important de faciliter ce dialogue-là, parce que c'est vrai que souvent, en tant que parent, on ne sait pas quand notre bébé il pleure, on ne sait pas comment le rejoindre dans son monde-là. Donc, en sachant que c'est un monde qui est essentiellement perceptif tout au début, après, il va apprendre à penser, mais tout au début, donc c'est important de pouvoir savoir ça, pour savoir que c'est pas parce qu'il parle pas, et c'est pas parce qu'il fait que pleurer, par exemple, qu'à chaque fois il est triste. Il peut avoir toute une gamme d'émotions et toute une gamme de sensations et tout un rapport à son corps qui, à mon sens, mérite vraiment d'être connu, d'être approfondi, d'être développé, et pour l'enfant, et pour nous-mêmes en termes de connaissances, et pour faciliter une communication plus harmonieuse avec l'enfant, pour venir le rejoindre. Moi, j'ai beaucoup entendu des parents dire: «Mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas quoi faire pour lui, je ne Je ne comprends pas, reconnais plus mon enfant. je ne le reconnais plus» ou «Je ne le reconnais pas» aussi. Ça fait peur, ça. Bien sûr que ça fait peur. Donc c'est vrai que pour les parents, c'est aussi des ressources, d'y mettre de pouvoir concevoir que c'est pas tout de suite par la pensée et c'est pas tout de suite, oui, par la pensée qu'on va pouvoir venir le rejoindre. C'est par un domaine plus, ouais, plus sensoriel, plus sensible, plus subtil, qu'on va pouvoir venir être en relation avec lui. Et les enfants entendent très bien ça. Ils Donc entendent c'est très un bien. lien, ça ressemble à quoi ce lien qui est, comme tu dis dans le livre, qui est à préserver? Alors tu nous l'expliques à travers différentes étapes, mais comment savoir si ce lien est encore là ou pas? À quoi ça correspond? Quels sont les indices que le lien a été préservé entre notre enfant et nous? Souvent, l'indice, c'est finalement très simple, c'est que c'est un lien de cœur en fait, et que ça fait de la joie, ça fait du bonheur, ça fait du confort, ça fait quelque chose de doux en fait qui se passe. Et c'est en ces termes-là que ça peut se manifester déjà, en tout premier lieu. C'est-à-dire que quand on est rassuré, enfin, je sais pas, hein, je pense qu'on a tous fait l'expérience que quand on est dans une relation et qu'on sent que ça passe, ben, enfin, je sais pas, en général, c'est agréable, et ça donne du bien-être. Donc ça, c'est déjà le premier critère, c'est-à-dire en tant qu'adulte et en tant que parent, c'est quand on se sent à l'aise et que ça nous fait du bien, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien accordé dans Mais le il y a lien. ces instants où les enfants ne vont pas vouloir faire quelque chose, où il y a des impératifs, etc. Et on sent que ce lien est brisé, et certains d'entre nous peuvent avoir peur justement de briser ce lien, et dans le coup d'accepter des choses, ou pareil, peut-être Oui, trop à l'inverse, pour ne pas... Ça fait quand même partie de, je veux dire, de l'évolution d'un enfant, d'être dans cette confrontation, et aux parents quand même d'aller vers
Je veux dire, comment préserver ce lien tout le temps? Ça me paraît presque impossible qu'il soit toujours là parce que l'enfant va se déconnecter ou le parent. Ou... Je veux dire, comment gérer ces situations on-off et ces moments difficiles? Oui, c'est sûr que la question du lien, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Et voilà, mes recherches aussi m'ont amené à questionner en fait, l'origine du lien. Parce que c'est vrai que souvent, c'est médiatisé comme ça. Enfin, on s'attend à ce que quand un enfant naît, quand il sort de notre ventre, quand on est femme, que tout de suite il y ait du lien. Et en fait, il n'y a pas toujours tout de suite du lien. Et ça me paraît important effectivement de le savoir et de le connaître, c'est-à-dire que le lien, il va se tisser petit à petit, au fur et à mesure du temps, et il va prendre différentes couleurs. Et ce qui est important et ce que j'ai développé, c'est voilà, Bernard Gols qui a développé ça dans un de ses livres, qui a beaucoup apporté, j'ai envie de dire, de l'eau à mon moulin, parce que j'ai beaucoup cherché de manière empirique. C'est-à-dire avant qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait un enveloppement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant, quand il est tout petit, il va se sentir enveloppé. Du coup, c'est à partir de là que va pouvoir se tisser le lien. Donc l'enveloppe, et c'est pour ça que les fascias sont si importants, parce que ce sont des enveloppes, notre peau est une enveloppe, Didier Anzieux l'a développé dans le mois peau, c'est un présupposé. Dans ma recherche, j'ai observé ça et j'ai lu ça. C'est-à-dire que le lien, l'enveloppe, le fait d'être contenu, de se sentir contenu, de se sentir enveloppé, est la base, le présupposé du lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il faut être contenu. Et il faut se sentir contenu, donc dans les bras de quelqu'un quand on est bébé, ou même quand on est adulte, mais aussi tout ce rapport au corps, justement, avec ces fascias qui font enveloppe de matrice et qui sont le présupposé du lien. Ouais. Donc, il y a cette notion d'entourer, alors d'entourer physiquement, d'entourer psychiquement, c'est-à-dire de soutenir notre enfant dans par exemple, s'il apprend à marcher ou s'il apprend à manger, d'avoir une matrice, ne serait-ce qu'une matrice de pensée bienveillante. Après, voilà, il marche tout de suite, il ne marche pas tout de suite, c'est pas trop le propos. Là, c'est vraiment ces enveloppes-là qui sont des enveloppes donc, corporelles, mais qui sont des enveloppes affectives et qui sont des enveloppes psychiques. Et je pense que porter notre enfant euh, qui que ce soit d'ailleurs, dans une pensée enveloppante, c'est-à-dire soutenante, aide d'abord à franchir toutes les étapes de croissance et aide aussi à tisser ce lien. Le lien, il n'est pas donné d'emblée. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important parce que j'ai croisé beaucoup de parents disant mais moi je pensais d'emblée comme ça être en lien avec mon enfant et pouvoir converser avec lui mais en fait, c'est pas toujours comme ça. Et je crois qu'après, ça génère beaucoup de culpabilité de la part des parents et beaucoup d'incompréhension de la part, des fois, d'enfants qui se sont sentis entourés, mais où il n'y a pas eu de lien. Donc, ouais, c'est vraiment l'enveloppe. Et c'est pour ça que dans la toute petite enfance, c'est important voilà, de contenir les bébés, de les tenir, pas les enfermer, pas un enveloppement qui lui permette de se sentir soutenu et contenu, qui du coup fait la transition avec la naissance et avec la vie intra-utérine, parce que quand on est dans le ventre, on n'est plus contenu, on est plus serré, et puis le liquide amniotique met plus de pression sur la peau, et quand on passe dehors, l'air nous contient, mais il y a moins de pression. Et du coup, cette sensation d'être contenu peut disparaître et peut créer en fait des traumatismes qui des fois sont imputés à la psychologie, alors que, et des fois c'est vrai, c'est psychologique, mais des fois c'est purement physiologique. Et c'est pour ça que c'est si important de contenir les bébés. Ouais. Donc, Mais si on a l'impression d'avoir loupé une étape, je veux dire, il y a plusieurs étapes, etc. Peut-être que là, une personne qui regarde, elle a des enfants qui sont en pleine adolescence, etc. Je veux dire, ou même on peut être à l'apprentissage de la propreté, par exemple, et sentir qu'à un moment, alors, tu en parles tout au début, la naissance, les premières heures, les 3 premières heures, à quel point elles comptent. Si on n'a pas fait ces 3 premières heures, ce contact avec le regard comme tu nous expliques en étape suivante, cet accompagnement de la verticalité, etc. Si on n'a pas fait ça, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut reprogrammer? Est-ce qu'il est trop tard? Ou je suppose que non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, à titre personnel, j'ai éprouvé ces étapes. Et il y a des étapes que j'ai dû refaire parce qu'elles n'avaient pas été faites.
Et donc, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'à chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, j'ai pris soin de faire un paragraphe spécial pour dire effectivement si cette étape n'a pas pu se faire en temps et en heure, comment faire et comment pouvoir y revenir et comment la restaurer et comment récupérer ça. Et ça me paraît vraiment important parce que du coup, il y a une résilience possible et rien n'est perdu, oui, rien n'est définitivement perdu. On peut, quel que soit l'âge, que ce soit 3 mois après, 6 mois après, ou même à l'âge adulte, revenir sur ces étapes qui ont manqué fondamentalement de reconnexion à soi-même dans la dimension sensorielle. Et ça, c'est vraiment très important que tout le monde comprenne Mais parce que quels ça, sont c'est... ces outils qui permettent ça? Alors, en fait, c'est des outils qui sont finalement très simples. Ce sont les mêmes outils que ce qui permet, voilà, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'effectivement, dans la manière dont j'aborde la croissance, il y a effectivement des choses qu'il faut faire où on a besoin d'être actif. Moi, la partie de la croissance que je développe, c'est pas l'éducation, c'est vraiment comment créer les conditions pour que ce qui fait pousser une plante, un arbre, mais ce qui fait aussi grandir l'enfant, comment on peut se rendre disponible et créer les conditions pour que ça se fasse et du coup accueillir ça. Donc, euh, redis-moi ta question, j'ai perdu mon Pour fil. les outils qui nous permettraient d'accéder justement à recréer ce lien ou de rattraper une étape qu'on aurait peut-être pas faite. Oui, pas faite, ou pas partiellement faite, ou pas complétée. Voilà, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de Je me bémols. demandais juste les outils ou les façons dont on pouvait y accéder aux différentes étapes. Oui. Donc ça, les outils, ils vont être différents en fonction des étapes, parce que c'est sûr qu'on ne va pas recontacter, par exemple, si c'est quelqu'un qui est né, du coup, dans voilà, l'enveloppement n'a pas été suffisamment... et après, voilà, il n'y a pas personne à juger ni rien. Oui, non, ou prématuré. Voilà. Euh, Ça va être, là, pour le coup, les thérapies corporelles vont être très importantes, tout ce qui va être du massage ou des contenus de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire vraiment le fait de se sentir contenu, va créer une sécurité de base qui va pouvoir restaurer cette étape-là, toute petite ce petit temps de la naissance. Après, par exemple, si c'est au niveau de la marche, où l'enfant il va passer de la position assise ou à quatre pattes, là, pour le coup, voilà, il va devoir vraiment se redresser. Donc, c'est en même temps se redresser, mais c'est en même temps accompagner cette verticalité. Donc, il y a plein de choses finalement très simples que Mais ils tout vont le le faire monde... de toute façon à un moment d'accompagner cette. Je veux dire, ils vont marcher, donc qu'est-ce qui peut être loupé à cette étape-là, par exemple, au moment de la marche? C'est l'étape vraiment de la verticalisation. Hein, c'est-à-dire, c'est cette étape c'est l'étape où vraiment l'enfant il va y avoir un étirement corporel encore plus important entre ses talons et puis sa tête. Donc là, c'est vrai qu'on voit les enfants quand ils commencent à marcher, ils sont un petit peu donc ça, cette étape, elle est normale et elle va durer pendant un certain temps, hein. Ça dure au moins un an et demi avant que l'enfant il soit sur ses deux pieds. Et des fois, on voit des enfants qui tombent plus facilement, qui sont, voilà, on sent pressant, qui manquent un petit peu d'adresse. Donc là, effectivement, il y a tout un petit travail sur la posture, mais qui se fait, par exemple, en faisant du vélo, en faisant de la draisienne, en tous les jeux d'équilibre, marcher sur un fil, marcher sur un petit muret, tous les jeux de construction, tous les petits, en fait, vont empiler des cubes. Tout ça va faire travailler, sans que l'enfant le sache, sur l'acquisition de sa verticalité. Donc très souvent, toutes ces méthodes, elles sont proposées, mais on ne sait pas, on ne sait plus qu'elle sert à ça. En fait, qu'elle sert à accompagner l'enfant à se construire intérieurement pour que un jour, il puisse se poser droit sur ses pieds, droit dans ses bottes, la tête sur les épaules, et pouvoir faire face au monde de manière tranquille, en fait. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut créer des petits rapports de force en fait, dans le corps qui vont être confortables. Et Donc, ces rapports de. Ouais, pardon. en fait, c'est souvent tout ce que tout le monde fait et tout ce que tout le monde propose aux enfants, mais souvent c'est proposé dans le cadre du loisir et ça ne permet pas d'intégrer cette conscience corporelle pour l'enfant. L'enfant, il va le faire pour s'amuser et c'est amusant, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse, lui, se connecter à ce qu'il ressent à l'intérieur
Et c'est du coup cette sensorialité qui va être le support des apprentissages. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup aussi d'exprimer ses émotions maintenant, qu'ils apprennent à nommer tout ça. Enfin, c'est quand même une énorme partie de l'apprentissage pour pas mal de parents, de Oui. transmettre ça. Je le mets en Oui. lien par rapport à ce que tu dis dans le livre, où certains enfants font des blancs, ont des périodes où ils check out, où ils sortent de leur corps, où il y a une situation douloureuse ou dramatique. Toi, tu l'as vu au sein du milieu hospitalier, mais les enfants aussi le vivent. Est-ce que Oui. ça, je suppose que lorsqu'il y a des émotions qui sont trop fortes, ils peuvent avoir ces moments-là où justement après c'est compliqué de pouvoir réexprimer ses émotions. Enfin, je veux dire, c'est tellement intense pour eux qu'ils check out, c'est ça? Oui, en fait, c'est souvent quand il y a voilà, ces blancs que je décris, que j'ai observés effectivement au milieu hospitalier, mais qui arrivent aussi quand il y a des chocs traumatiques qui, des fois, accompagnent l'enfance. Effectivement, il y a une sorte de déconnexion, mais qui est une déconnexion sensorielle. C'est-à-dire que l'enfant ne va plus, ou l'adulte ne va plus avoir accès à ce qu'il ressent. N'ayant plus accès à ce qu'il ressent, du coup, ça va bloquer l'émotion et ça va en bloquer l'expression. Donc ça, après, c'est tout ce qu'on peut réaborder, notamment par les fascias, hein, de rentrer dans la récupération ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques, qui va être de retrouver éventuellement l'émotion, mais souvent retrouver la perception et retrouver la connexion avec ce qui a été vécu et ressenti à la seconde près. Ouais. Hmm. Et sans parler de drame ou de choc, comment le mieux pareil, les accompagner dans cette intériorisation, de ressentir et de nommer ce qu'ils vivent? Ben ça, Leur c'est important. frustration notamment, on connaît bien, hein, à 2 ans, le terrible two, ces crises de rage et tout ça, ça fait partie des phases que on semble tous les enfants passent par là. Ouais. On est tous Euh, passés par là. Ouais. et nous, on essaye, certains parents essayent de ne pas avoir ces crises-là, alors qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est ça qui permettrait plus tard qu'ils puissent mieux exprimer leurs émotions. Ben, c'est ça qui permet plus tard d'exprimer mieux les émotions. Parce que c'est vrai que si on réfrène, par exemple, on sait, hein, vers 2-3 ans, l'enfant, il découvre le nom et c'est vraiment la rencontre avec le milieu extérieur. Donc c'est ce que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre entre les forces internes de croissance et puis ben, la contrainte qui est nécessaire. Euh, il y a certaines qui sont nécessaires pour sa croissance. Donc l'enfant, effectivement, il va se débattre. Et c'est vraiment important de lui laisser effectivement exprimer ses émotions à ce moment-là, parce que c'est ce qui va lui permettre à l'intérieur de s'ajuster en fait au mieux entre son monde intérieur qui va vers l'expression et puis le monde intérieur qui lui dit bah, écoute, non, là, tu sais, quand même, tu peux pas mettre ta main dans une prise électrique, par exemple. Hein, c'est un exemple. Donc ça crée une contrainte. Hein, tu ne peux pas traverser la route comme ça. Tu peux pas... Il y a vraiment des contraintes qui sont fondamentales parce que qui mettent l'enfant en sécurité. Hein, donc ça permet d'ajuster. Et moi, ce que j'ai observé dans le déploiement de ces lignes de force, c'est qu'en fait, l'enfant, quand il grandit dans, dans une justesse, parce que le corps, c'est un ensemble de tissus. On pourrait dire, voilà, c'est comme nos tissus du corps. Et on voit comment sont fabriqués nos tissus. Il y a une trame, hein, il y a une trame qui est verticale, une trame qui est horizontale. Et donc, quand on peut permettre à un enfant de grandir, j'ai envie de dire, dans le droit fil de son corps, ça va créer moins de tension. Et du coup, les émotions seront beaucoup plus apaisées. Il sera beaucoup moins en tension. Parce que ça, c'est ce que j'ai observé, en fait, quand il y a des tensions corporelles dans le corps, un peu dit comme des fois, moi, ça m'est arrivé d'acheter un t-shirt, on le lave, et puis après, la couture, elle part sur le côté. En fait, je sais pas toi, mais moi, du coup, je passe prendre mon temps à mettre mon t-shirt et d'ailleurs le remettre droit, parce que sinon, ça me tord. Donc, il y a des choses comme ça dans l'accompagnement tissulaire qui permettent de grandir dans le droit fil de soi-même. Et alors, ça génère moins de tension et du coup, les émotions sont moins dramatiques et ça aide beaucoup à réguler le flux émotionnel. Mais ça, Ouais. ça demande donc un accompagnement extérieur. Par exemple, toi, tu es fasciathérapeute aussi, je crois, ou tu l'as étudié, tu l'as incorporé à tes techniques. Donc Oui. donc ça mériterait presque à un parent d'emmener son enfant, s'il le veut bien sûr,
à travailler ces fascias-là, ou nous-mêmes, en tant que parents, on peut le faire? Enfin, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un comme toi pour le faire, ou est-ce qu'il y a des choses nous-mêmes? C'est-à-dire il peut y avoir besoin si on ne sait pas. Mais en fait, ce que j'ai vraiment développé dans mon livre, c'est pour ça, c'est un guide pratique et il y a toutes ces rubriques, c'est comment faire et comment récupérer pour pouvoir accompagner soi-même. Alors, effectivement, ça demande une attention parce que souvent on pense que l'enfant il grandit lui-même. Mais en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que bah, voilà, c'est un petit peu comme une plante. On a quand même des fois besoin de mettre un tuteur, des fois, d'arroser, de prendre soin. Euh, et il y a besoin de ce soin de la vie innée du corps quand même. Donc voilà, je souhaite que du coup chaque parent, c'est pour ça que j'ai mis cette connaissance à disposition. Oui, Pour et que il y a chaque... beaucoup de connaissances en effet dans le livre, mais ce que je me demandais, c'est que si on est attiré par par la fasciathérapie et autres, et qu'on sent instantanément, intuitivement qu'il y a quelque chose pour l'enfant, que ce serait chouette de libérer, de permettre, un peu comme, je suppose que ça fonctionne un peu comme un ostéopathe va aider à, quelque part, à ce que le corps après va accompagner sans faire des manipulations brusques, mais va permettre à ce que le corps après naturellement retrouve sa sagesse, son intelligence pour se remettre en place. Là au niveau des fascias c'est pareil, si je comprends bien, il y a des fascias qui vont être plus tendus que d'autres peut-être, l'information se libère et après dans le coup une émotion, une mémoire peut être libérée, non? Ça, c'est après, mais effectivement, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de méthodes qui aident les enfants à se développer. Et c'est vrai que pourquoi priver les enfants d'une aide dès le départ, hein. Oui, Donc voilà, tout est intéressant. Et, mais au niveau et de la fasciathérapie, si on peut bah, développer. c'est vrai qu'au niveau des fascias en eux-mêmes, qui sont vraiment ces membranes-là, c'est intéressant bah, de pouvoir voilà, permettre à un enfant de grandir dans le droit fil de lui-même pour reprendre cet exemple imagé des tissus. Et puis aussi pour garder la connexion avec eux-mêmes, puisque les fascias sont porteurs, enfin, maintenant voilà, les danseurs le savent, ça se développe beaucoup, sont porteurs de ces capteurs sensoriels qui sont des propriocepteurs, qui sont complémentaires des capteurs du système nerveux et qui ont vraiment, eux, c'est leur travail, de nous donner accès à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est si important, à mon sens, de prendre soin bah, de cette croissance spécifique qui permet de développer, de rester proche hein, de ce que nous on appelle le corps sensible, c'est-à-dire cette partie qui permet de sentir et de se ressentir et de se ressentir à l'intérieur de soi. Parce que parfois, voilà, il y a des personnes, elles disent, moi je suis à côté de mes pompes, là je suis pas dans le coup, là je me sens pas dedans. Tout ça parle de ça. Tout ça parle de ça. Ouais, même d'être dans sa mission de vie, on va dire, ou même d'avoir une vie qui a du sens, est Ben, lié aussi à certaines choses qu'on aurait peut-être. c'est-à-dire que moi, je fais certaines analogies quand la croissance, elle a un sens. Parce que grandir, c'est aller c'est s'étirer dans le sens de la verticalité. Donc c'est un sens, c'est une orientation. En tout cas, moi, si je mets toutes mes oreilles à l'écoute, quand la croissance a du sens, la vie a du sens. Parce que ça se ressent. Bon. Et donc ça accompagne l'enfant jusque effectivement dans la dimension de l'existence et du sens de l'existence. Et c'est ça que je souhaite, merci de me poser la question et de me pousser à expliquer ça, parce que c'est vraiment, et c'est ça qui, je pense, peut vraiment être important et même essentiel maintenant, là, à cette époque qu'on vit en 2020, c'est dans cette quête de sens. Et c'est vrai que cette quête de sens, du sens de la vie, du sens de qu'est-ce qu'on a chacun à venir développer pour notre participation au monde et pour le meilleur du monde, c'est vraiment ce sens, il est porté par cette direction, donc cette direction de verticalité qui est le sens de la croissance, mais on sait aussi que, comment dire, bah, c'est pour se tenir face au monde, c'est pouvoir être droit dans ses bottes. Donc il y a tout un vocabulaire, on va dire, psychologique qui fait référence à ce qui est porté par le corps. Alors on n'est pas obligé voilà, d'être rectiligne comme la Mais pas flèche. seulement droit, il semble que c'est aussi ressentir cette force de vie qui est en nous, et plus ça va, plus on avance aussi
de ressentir cette énergie-là et d'avancer avec pour ne pas être tourbillonné ou aller à droite à gauche tel un roseau en fonction de là où le vent va. Exactement. Donc c'est vraiment fonder enfin, c'est rendre visible en fait toute cette structure interne qui est là, parce qu'elle est là. Mais c'est vrai que souvent elle est là presque dans l'anonymat du corps. Donc c'est vrai que moi c'est ça que j'ai trouvé, voilà, qui a été pour moi comme un impératif intérieur de faire sortir cette dimension-là de l'anonymat du corps, parce qu'elle est là, on porte tout ça. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éveil corporel, c'est un éveil corporel de sortir de l'anonymat cette dimension sensible du corps. Voilà. Et c'est effectivement ça qui permet, par exemple, dans ces périodes qu'on traverse, de pouvoir peut-être juste se positionner et pas être tiré à vue et à diable comme ça dans tous les sens. Donc c'est un enracinement en fait, c'est un enracinement ou un ancrage dans notre propre matière. Ouais. Pour être en relation avec le monde, mais à partir de notre singularité. D'accord. Mais je voulais juste revenir sur l'âme, parce que l'âme dans tout ça, on va peut-être pas parler réincarnation, etc. Mais l'âme apparemment a quand même elle aussi une mémoire. Donc le corps emmagasine, on va dire dans le corps, il y a des mémoires cellulaires, il y a des choses même que des générations précédentes, etc. On est en train d'hériter de choses, donc on porte en nous des choses qui ne nous appartiennent même pas. Et en plus, notre âme, elle, a pu elle aussi vivre d'autres choses et venir s'incarner. Hein, en fonction de votre perspective, de ta perspective, je la connais pas complètement, mais voilà, comment tout ça, je veux dire, comment tout ça se combine dans ce corps qui lui, je veux dire, comment les fascias, quel est le rôle? Est-ce que là aussi les fascias ont un rôle d'interaction entre l'âme, les vécus, les mémoires cellulaires et ce qui fait qu'on va pouvoir continuer d'avancer justement ancré et aligné avec ce pourquoi on est destiné de faire dans cette vie-ci. Vous voyez, Ouais. Moi, de mon point de vue, les fascias ont à voir avec ça. Si j'écoute, moi, le langage du corps, parce que voilà, je suis passionnée d'anatomie pour cette raison, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fascia qui va gainer, qui est au niveau crânien, qui va gainer le système nerveux, qu'on appelle la dure nerve. Et puis, il y a un autre fascia, enfin, qui a aussi un muscle, mais voilà, qui va, comment dire, être au niveau de notre fondement, au niveau de notre bassin, qu'on appelle le périnée. Donc en fait, si on écoute ce langage avec le langage des oiseaux, on entend qu'en fait on est contenu entre notre dure nerf et notre périnée. Donc en fait, nous, on prend place dans ça. C'est le langage anatomique qui le dit. Voilà. Et il se trouve que voilà, les fascias sont impliqués dans ce langage. Donc, notre âme, notre individualité, notre singularité, et si je reprends l'étymologie propre du mot âme, c'est-à-dire c'est ce qui nous anime, mais qui nous anime de manière singulière, unique, en fait, va pouvoir prendre place entre ces polarités et du coup s'organiser. Donc, effectivement, il y a toute une organisation, et ça, c'est un domaine qui me passionne. le mystère. Ouais. De rechercher, pour pouvoir prendre place dans ces dimensions-là. Et c'est aussi à travers cette dure mer qu'on va devoir peut-être adoucir, ou qu'on va pouvoir travailler, comme on sculpterait une matière. Et puis ce périnée-là qu'on va pouvoir, nous, individuellement, reprendre place, quel que soit ce qu'a été notre histoire, quel que soit ce que l'on a vécu par notre famille, donc notre père et notre mère biologique, mais aussi, puisque tu l'introduis, je le développe, dans ce que la lignée a impulsé. Donc c'est une manière de reprendre place de manière individuelle entre ces pôles-là, qui ne sont pas les seuls, parce qu'après il y a la vie dentaire, la vie crânienne, tout ça, mais en tout cas le travail corporel permet de prendre place d'une manière unique et du coup de se différencier. Ça c'est quelque chose dont je parle aussi dans les livres par rapport au niveau du lien. Souvent on dit voilà, il faut séparer. Moi je ne comprends pas trop ce terme-là, je préfère parler de différenciation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer une mère et un enfant, on ne peut pas séparer, on ne peut pas couper comme ça. Par contre, on peut différencier. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire ah oui, ça c'est moi, ça c'est ma mère, ça c'est mon père, et ce sont des individus à part entière, des êtres humains
comme moi, mais ils sont différents de moi. Et toute cette différenciation, elle se, elle se peaufine, hein, au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est comme on affine toutes les peaux pour pouvoir prendre place de manière singulière en soi. Et puis, voilà, de pouvoir rentrer dans une relation apaisée avec notre lignée, comme des êtres humains, voilà, différents aussi, et qui permettent, justement, ça permet une relation parce qu'il y a une différence. Ouais. Et de mieux aimer, ou de, en tout cas d'aimer encore plus. Bien sûr, d'aimer encore plus, d'aimer plus sereinement, de pacifier beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça va prendre, hein, parce que bah, c'est vrai que voilà, je fais ce geste-là, parce que c'est encore un mouvement de verticalité, hein, qui permet d'être sur notre chemin. Les psychologues, hein, voilà, c'est Kuhn qui a développé ça, c'est un chemin d'individuation psychique, mais il y a aussi un chemin d'individuation, j'ai envie de dire, tissulaire et cellulaire, qui fait que ben, c'est nous et c'est pas l'autre. Ouais. Ouais. Donc, Et on a quand même maintenant de plus en plus la possibilité de libérer ces mémoires tissulaires. bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que la recherche a avancé, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question. Il y a beaucoup de... Voilà, moi, c'est un domaine qui continue de me passionner et on n'est pas du tout arrivé à la fin de cette recherche. Et bien sûr, je pense que l'époque est ouverte pour ça et justement permet d'explorer ça. Et c'est vrai que si chacun est à sa place, donc chacun est connecté à qui il est, donc c'est ça aussi qui me fait dire que ça peut être vraiment la base de faire évoluer ce qui était des fois inclus dans des rôles de ce que devait être le père, de ce que devait être la mère, de ce que devait être l'enfant, de ce que doit être la société, et de partir de plus de l'émergence de ce que chacun apporte pour justement redéfinir les relations à partir de cette identité qui se pose du coup d'évidence dans le corps et qui est ressentie. En fascia, on parle beaucoup du goût de soi. C'est-à-dire que, je sais pas, si je mange une fraise, parce que la fraise, elles ont toutes des goûts différents. Eh bien, nous, on a aussi une perception de nous-mêmes qui peut être affinée jusqu'à avoir le goût de soi. Et donc, c'est pas pour s'opposer, c'est pas pour s'isoler, c'est juste pour grandir dans la différence, dans notre unicité, et alors pouvoir tisser des relations d'unicité à unicité qui, je l'espère, ça c'est mon vœu le plus cher, enfin un de mes vœux les plus chers, que du coup on ne soit pas obligé dans des rapports de force, d'être mieux que l'autre, d'être moins bien que l'autre, que notre enfant réussisse mieux que nous, qu'on réussisse moins bien. En fait, non, c'est chacun qui porte Ouais. son excellence. Mais notre regard, j'aurais comme dernière question, je pense, parce que notre regard aussi va déterminer, notre regard à voir l'autre différemment, parce qu'en tant que parent ou enfant, on voit nos parents d'une certaine façon, ils nous voient d'une certaine façon, et cette perception n'évolue pas forcément au fur et à mesure des années, alors que nous-mêmes, nous avons individuellement évolué. Donc le regard aussi que l'autre, que l'on pense que l'autre pense de nous, a énormément d'impact sur notre façon d'interagir avec l'autre. Donc finalement, il n'y a pas tant d'ouverture que ça en fonction de notre perception pour qu'on puisse se voir de nouveau, nouvellement, avec ouverture d'esprit, etc. Oui, absolument. C'est pour ça que, cette notion du regard que je développe, enfin, elle me semble fondamentale. Elle a été beaucoup reprise, hein, dans des pratiques, vous voyez, de pouvoir se regarder comme ça. Mais à travers le regard, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, est-ce qu'on voit le visage? Mais à travers le visage, qui on voit de l'autre? Et voilà, il y a un lecteur qui a témoigné l'autre jour que ça m'a beaucoup touchée. Donc, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est aussi comme ça. Et voilà, que être parent, c'était aussi une mise à distance de soi à travers le regard. Parce que souvent, voilà, que ça nous sort des tripes un enfant, et c'est vrai. Et on le voit comme le prolongement de nous, lui qui va prolonger notre vie, notre existence. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est vraiment pas que ça. Et c'est vraiment une invitation à se mettre à distance. Beaucoup aimé ce témoignage. Voilà, d'être parent, d'avoir un enfant, c'est vraiment une mise à distance de soi-même. Et donc, c'est aussi faire évoluer notre regard en permanence, parce que parce qu'on a déjà à le faire évoluer pour nous-mêmes, parce qu'on évolue nous-mêmes, et effectivement, de ne pas laisser nos enfants, ou même quand on est enfant aussi, la réciproque est vraie, de ne pas laisser, enfin, de pouvoir faire évoluer notre regard de manière à ne pas enfermer l'autre dans ce qu'on a vu de lui à un instant T de sa vie,
et qui pourrait perdurer comme ça. Et puis, vraiment, ce serait désolant parce qu'on perdrait l'occasion de se rencontrer vraiment dans nos profondeurs et dans nos richesses. Hmm. Mm. En tout cas, merci beaucoup Sylvie pour cette interview et pour ce livre parce qu'il est très bien expliqué, il est assez rapide, facile à lire et en même temps profond dès le début. Hein. Franchement, t'attaques fort dès la préface, c'est déjà bien, on y va bien, bien déjà dedans, c'est pas en légèreté, on y va direct au cœur du sujet, donc c'est chouette parce que ça apporte beaucoup de notions et en effet ça nous accompagne dans les différentes étapes. Moi, je vais aborder personnellement la phase de l'apprentissage de la propreté bientôt. Donc, c'est Ouais. très intéressant de pouvoir lire aussi ce que tu dis là et d'avoir ces clés avant même d'y être. C'est vraiment un grand cadeau. Donc, merci beaucoup. Voilà, en sachant qu'il est toujours possible d'y revenir. Voilà, tout Voilà. à fait. Ouais, ben, merci beaucoup, Lilou. Merci, merci, merci. Merci. Et puis, je vous invite tous, si vous avez aimé cette interview, à la partager autour de vous. Si vous connaissez des parents comme ça qui ont besoin de deux, trois petits conseils, peut-être que ce livre, l'interview, va apporter des clés. J'en suis sûre même. Merci beaucoup, Sylvie. À Et bientôt. à bientôt. Et à bientôt à tous.